parce qu'en effet, c'est une première en France. C'est des phénomènes qu'on a beaucoup plus vus ces dernières années déjà aux États-Unis, par exemple, ou même sur le bassin méditerranéen. Mais on n'avait pas encore été confronté en France à des feux de cette ampleur-là. Or, il est fort probable que ça se reproduise à l'avenir. Et donc, en effet, il y a cette prise de conscience. Si elle se confirme, elle est nécessaire, elle est même indispensable, puisque sans cela, sans des actions non seulement d'adaptation des moyens qui sont mis pour pouvoir justement lutter contre les feux, mais aussi de moyens d'anticipation et de lutte de manière générale contre toutes les causes en amont, contre le dérèglement climatique, mais également sur le travail de prévention et de sensibilisation des populations au risque d'incendie, puisque souvent il y a souvent une cause humaine dans le départ des feux. Dans 90% des cas, dans on rappelle ce chiffre. Exactement, c'est énorme. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là, ils sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, c'est un peu un réveil, un appel au réveil qui est fait avec cette situation, qui a mis quand même beaucoup de Français aujourd'hui dans une période qui devrait être une période de repos et un peu de pause pour eux, dans des situations qui sont difficiles. Se retrouver à loger dans un gymnase en plein milieu de l'été, on peut aimer le camping, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, quoi. Donc on a vraiment besoin de travailler vraiment sur le long terme en mobilisant tous les moyens nationaux et aussi en utilisant l'Union européenne comme effet de levier, puisque là aussi on a vu que c'est utile, ça peut fonctionner, mais au-delà de simplement pouvoir redispatcher, réattribuer des moyens à droite, à gauche, il faut travailler vraiment sur le fond, sur les infrastructures, sur le matériel et sur l'organisation qu'on peut mettre en place pour l'avenir. Il faut l'espérer. C'est en effet un service public qui a quand même largement qui a largement décru ces dernières années et qui a perdu en ampleur. Et au-delà, donc il y a le service public et il y a la partie aussi individuelle et privée, puisque la question aussi de l'entretien par les personnes qui ont des propriétés à proximité de forêt est extrêmement important. On parle souvent des débrousaillages ou d'actions comme ça qui peuvent aussi freiner la propagation du feu. C'est important de travailler d'une part sur les moyens de services publics réellement, et les eaux et forêts en font partie, non seulement sur les moyens donc techniques, sur le matériel, etc., et sur les moyens humains, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont disponibles. On parlait des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, augmenter le nombre, c'est intéressant, c'est important, parce qu'en effet, le chiffre paraît important, mais ils ne sont pas disponibles toute l'année. C'est réparti sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de l'année, à hauteur de jusqu'à 90 jours, il me semble, par personne. Donc, ce n'est pas une couverture pleine et entière. Et il faut être en mesure de pouvoir leur offrir aussi un accompagnement, c'est-à-dire des moyens parfois d'avoir des facilités de logement, d'avoir aussi des indemnités qui soient correctes à la hauteur de l'engagement que ça demande, parce que c'est un engagement qui est un engagement civique profond et que chacun, on a aussi eu un renouveau de cet engagement civique très fort depuis les attentats qu'on a eu en France, qui ont touché beaucoup de jeunes, notamment dans leur cœur, là aussi. Mais justement, il faut aussi pouvoir les accompagner ces gens qui ont envie de s'investir et qui ont envie de donner de leur temps pour qu'ils le fassent dans des bonnes conditions, parce que sinon, en effet, on ne pourra pas réussir à relever les défis auxquels ils font face. Et on parlera justement dans un instant sur les incendies sans être des professionnels a priori. Oui, tout à fait, d'autant plus dans des circonstances comme celle-là, où on sait que justement l'effort il n'est pas porté par un seul type d'acteur, que ce soit sur l'alerte, comme on l'a dit, que ce soit sur l'anticipation, sur la prévention. On parlait beaucoup de justement prévenir le déclenchement des feux de forêt. C'est être capable aussi de s'adresser aux touristes, de s'adresser aux personnes qui ont simplement des maisons de vacances à proximité, qui ne peuvent ne pas forcément avoir toutes les informations au fur et à mesure de l'année concernant les bonnes pratiques à avoir pour éviter que ces feux ne prennent à proximité immédiate parfois de leur maison. C'est donc intégrer tous ces volets-là. Sinon, en effet, on risque de se cantonner à une réponse partielle et de mettre énormément de moyens pour au final très peu de résultats, puisqu'on ne prendra pas en compte la totalité du champ des possibles. Le champ des possibles, c'est d'agir dès l'anticipation, la prévention, et sur l'action, la capacité à faire effectivement face au feu. Ça implique en effet nécessairement tout le monde. Je voudrais qu'on évite d'avoir des pompiers qui sont obligés de faire une tribune dans le JDD pour expliquer qu'ils ne peuvent plus tenir.
C'est attristant, mais aujourd'hui, de toute façon, il faut utiliser pour n'importe quel corps tous les moyens possibles pour attirer l'attention, parce que c'est pas uniquement l'attention politique qui compte, c'est aussi l'attention publique en général, puisque derrière, on l'a dit, le rôle de la population dans la façon dont des activités des pompiers peuvent être menées pèse beaucoup, et le rôle de la population vis-à-vis de leurs élus, notamment auprès de l'Assemblée nationale, des députés, pour que soient portées les positions que les pompiers portent dans cette tribune. C'est intéressant de souligner l'attention de la protection civile en général, parce qu'aujourd'hui, au-delà de cette question des incendies, normalement, en période estivale, on peut avoir à la limite un peu une répartition des efforts qui est différente, puisqu'on a une certaine partie de la population qui quitte les villes, donc moins d'efforts à faire sur les villes, qui peuvent être répartis peut-être un peu plus sur l'ensemble du territoire. Or, la difficulté avec des épisodes de dérèglement climatique comme les inondations ou comme les canicules, c'est que l'effort est constant. Il est toute l'année, il n'est pas uniquement en été. Il est en été, il est dans les campagnes, dans les forêts, sur les feux, mais il est également dans les villes quand on a des canicules où les sapeurs-pompiers sont au premier rang aussi pour porter secours, pour des cas de personnes qui ne donnent plus de nouvelles dans leurs appartements, pour des cas de malaise sur la voie publique. Donc on a vraiment une présence qui, là, est poussée à bout et qui va continuer à être poussée à bout parce que on en parle déjà avec les quelques pluies qui sont prévues. Oui. Le fait que les sols soient totalement secs va créer probablement des risques d'inondation. C'est ce qu'on voit déjà arriver en Italie d'ailleurs. Voilà, c'est risque d'inondation. Là encore, c'est la protection civile qui sera mobilisée. Donc en effet, il y a vraiment besoin de penser les moyens de l'ensemble de la protection civile pour pouvoir prendre en compte ces défis. Forcément, c'est pas forcément suivi d'effet. Une fois que ces incendies sont passés, on passe à autre chose. On passait à autre chose, là encore, avant qu'on arrive sur un été comme le nôtre, où les feux ont été vraiment l'objet d'une attention constante et ont pris dans des régions qui n'avaient jamais vu des feux de cette ampleur, des régions beaucoup plus tempérées, beaucoup plus humides. On a des feux en Bretagne, ce qui paraît assez contradictoire avec l'image en plus qu'on se fait de la Bretagne habituellement. Mais donc, il y a en effet cet appel, il ne faut pas qu'il reste sans réponse. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un point avec l'enchaînement de catastrophes et de climatiques qui fait que, de toute façon, l'attention continuera d'être portée. Mais l'attention et aussi la pression dans notre sens. Donc, ça incite d'autant plus à agir vite pour pouvoir, notamment, vous avez raison, préserver le statut qui est extrêmement important. Parce qu'en effet, cette directive européenne, c'est le problème de certaines de ces directives, c'est qu'elles s'imposent directement sur le droit français et qu'une fois qu'elles sont imposées, il est extrêmement difficile de revenir dessus. Or là, on touche réellement à notre capacité de souveraineté, que ce soit dans le domaine militaire, mais aussi notre souveraineté en termes de défense climatique, défense humaine, quand il s'agit de pouvoir sauver des gens. Et dans des conditions telles que nous les avons aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir doubler ou tripler les effectifs pour permettre effectivement d'appliquer une directive qui obligerait à avoir ces temps de repos réguliers, à limitation d'heures, empêcher la mobilisation. Il me semble qu'il y a aussi la question de la mobilisation lors des permissions, qu'on ne puisse pas faire revenir des personnes de leurs vacances pour obligation de service. Tous ces aspects-là, ils sont nécessaires à prendre en compte parce qu'en effet, c'est notre souveraineté, c'est notre capacité à assurer la défense des citoyens qui est en jeu. Et je espérais que derrière, ce soit véritablement suivi d'actes, parce que c'est très large. Il faut parler à la fois de la prévention, il faut parler aussi de l'organisation, il faut parler de réchauffement climatique. Il y a beaucoup de sujets quand même. Alors, on arrive sur la période budgétaire à l'Assemblée nationale et donc c'est important justement que ce débat et ces questionnements soient posés sur la table, ces retours d'expérience soient pris en compte en amont pour que ça puisse être pris en compte et impacter la façon dont sont alloués les moyens. C'est pas uniquement une question de combien, c'est une question aussi de comment ou vers quoi on alloue en particulier les moyens. Notamment, on parlait de l'Union européenne. L'Union européenne peut servir comme effet de levier pour
pour des investissements en matériel, pour des achats groupés, des achats collectifs, afin de faire baisser des prix, de pouvoir obtenir des meilleurs coûts, en final un meilleur rapport pour certains produits, et même jusqu'aux des camions ou du matériel qui est essentiel aujourd'hui, qui n'est pas forcément tout le temps au niveau, qui parfois est vétuste, et qui a besoin d'être mis à jour, rénové pour qu'on soit dans des bonnes conditions. Donc il faut que ça soit anticipé dès que possible à la rentrée, avec des objectifs clairs et aussi une redevabilité claire à la fin de cette réunion. À la fin de cette réunion, il doit y avoir des conclusions, il faut qu'elles soient disponibles, il faut qu'elles soient lisibles et qu'elles amènent déjà un plan d'action sur ce qui va être fait ensuite, que ce soit au niveau législatif, et s'il y a besoin de faire des adaptations en termes des statuts, par exemple, mais également sur des aspects plus pragmatiques, sur la question budgétaire, et puis comment porter ces sujets au niveau européen. La France vient de lâcher la présidence de l'Union européenne à la fin du mois de juin. Là, on a passé la main, mais ça ne veut pas dire qu'on a moins de parole pour autant au niveau de l'Union européenne. Et au contraire, il faut être porteur puisqu'on en a été bénéficiaire. Soyons aussi fer de lance en la matière et essayons de fédérer nos voisins européens sur la question. Maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, on reste le pays qui a l'armée la plus conséquente, la plus développée. On a également une base industrielle et technologique de défense qui est importante, même si, là encore, pour qu'elle se développe et qu'elle continue à pouvoir être en capacité d'investir dans de l'innovation, il faut qu'il y ait une commande, et souvent c'est une commande publique, et c'est aussi ce qui est mené par les exportations qu'elle est capable de faire. Donc il y a ces deux volets-là. On a donc une capacité au niveau européen qui est important, mais en parallèle, les Américains, les Chinois ont extrêmement investi sur les technologies. Et c'est logique parce que, en fait, ce qui est décrit là, c'est qu'on est passé à la fin de la guerre froide dans une période qui a été un peu décrite par Fukuyama comme la fin de l'histoire, où on allait vers une convergence et finalement des modèles autour d'une démocratie libérale. Et on n'aurait plus eu qu'à mener ces petits combats sporadiques qui étaient là, en tout cas, contre le terrorisme principalement, qui a été le combat qui nous a animés déjà depuis principalement le début des années 2000 jusqu'à à peu près 2020 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un retour des États. Un retour des États puissants, c'est un retour des États qui ont des ambitions parfois territoriales, comme on le voit avec la Russie, mais qui ont des ambitions aussi simplement de pouvoir exister, sécuriser leurs approvisionnements, sécuriser leurs axes stratégiques, la Turquie en Méditerranée, la Chine avec la mer de Chine méridionale. On a aussi le retour de tensions entre la Chine et l'Inde à la frontière. Et l'Iran qui continue à développer son programme nucléaire alors que plus personne ne regarde dans cette direction depuis le départ des Américains d'Afghanistan. Donc on a ce retour finalement de la confrontation d'États qui est centrale dans la façon dont on doit analyser les relations internationales aujourd'hui et dans la façon dont on doit prendre en compte du coup l'évolution de nos capacités militaires. Vraiment beaucoup de prévention. Et là, sur le cas du protoxyde d'azote, c'est particulièrement marquant puisqu'on voit que c'est un produit commun, sur lequel on sait en effet qu'il y a des problèmes d'abus, il y a des risques de dépendance, il peut y avoir des conséquences neurologiques de ces abus et de cette dépendance aux produits. Mais aujourd'hui, quel jeune a été sensibilisé au collège à cet usage-là? Il n'y a pas d'information. Jusqu'à maintenant, c'était très peu connu. Là, on commence à en parler parce que ça s'est généralisé. Mais jusqu'à présent, c'était absolument anodin. Donc, ça renforce aussi chez les jeunes l'impression que finalement, ça serait un acte sans conséquence, qu'on peut juste en prendre de temps en temps, une fois toutes les semaines ou plus, et un peu embrayer sur un cercle vicieux, sans conséquence, parce que on n'a pas prévenu. Alors là, il y a vraiment de la prévention à faire en amont. Et sur les réseaux sociaux, il y a besoin de pouvoir travailler avec les plateformes des réseaux sociaux, avec les GAFA, avec les grandes plateformes qui permettent la propagation, la diffusion de ces messages, parce qu'elles jouent un rôle dans le signalement et dans la suppression de ces messages, et notamment de ces vidéos qui circulent beaucoup. On parle des nouveaux réseaux sociaux maintenant, qui ont
pour le coup, quand elles diffusent, c'est plus simplement un petit groupe d'amis. Oui, ça peut être du 100 000 personnes qui vont le visionner dans l'espace de quelques minutes. Donc il y a besoin d'une grosse réactivité et ça passe par de la communication et une vraie stratégie conjointe avec les services publics. Ce qui n'est pas évident parce qu'on parle quand même de structures qui dépassent carrément les États et qui aujourd'hui ont quand même plutôt tendance à vouloir s'affranchir des règles plutôt qu'à rentrer dans le jeu du service public et de la protection de la jeunesse. Si on prend cette question-là en particulier, il y a déjà la question de la réintégration des pompiers, qui ne sont pas vaccinés contre la Covid à l'heure actuelle, alors que la situation sanitaire a largement évolué. Et puis, il y a la question, plus largement, des moyens qu'on attribue pour pouvoir accompagner ces agents de service public dans leurs fonctions. Que ce soit, il y a la question des salaires, même si, en effet, c'est pas l'unique source de l'engagement, heureusement, de tous ces hommes et de toutes ces femmes dans ces missions-là. C'est un engagement qui est avant tout un engagement civique. Mais c'est important de pouvoir être à leur côté et de faire en sorte qu'ils ne souffrent pas des conditions dans lesquelles ils doivent travailler, qui sont extrêmement difficiles. Ça peut être en leur attribuant des logements, ça peut être en leur donnant des facilités sur les différents aspects de leur vie. Sur la logistique, notamment lorsque, dans des conditions telles qu'actuellement, ils sont déployés dans d'autres régions que leur région d'origine. On a besoin d'être à leur côté pour pouvoir leur permettre de fonctionner dans des bonnes conditions. Et on en parlait tout à l'heure, la question est également du statut dans sa globalité. Le statut qui aujourd'hui, comme le statut des militaires, est menacé par une directive de l'Union européenne sur les réglementation horaire et la réglementation sur le repos et la capacité aussi à pouvoir être mobilisé pendant les congés, ce qui normalement, c'est ce qui ne se fait en fait que dans ces corps très spéciaux où on a le droit, où le service public a le droit de réquisitionner ses agents. Ça, il faut pouvoir le préserver parce que c'est une question derrière de souveraineté. C'est une question de souveraineté pour la préservation de notre patrimoine naturel, pour la préservation de la sécurité et de la santé des Français et il faut absolument travailler sur ces différents niveaux. On va avancer un petit peu justement sur ce que disent les pompiers dans cette rejette. Non, pas du tout, parce que déjà à la base de ce droit de participation des résidents communautaires et des ressortissants communautaires, c'est la réciprocité, c'est que c'est valable partout dans l'Union européenne. Donc il y a une logique simple, évidente, qui fait partie des règles du jeu, qui ne s'applique pas aux Français qui résideraient aux États-Unis, aux Français qui résideraient en Chine, aux Français qui résideraient, je ne sais pas, dans un pays en Afrique, par exemple. On trouverait ça assez étrange même d'aller se dire quelle place ils ont à prendre. Or, au-delà de la question simplement du vote, c'est la question de la prise de parti, en fait, de pouvoir participer à la vie de la citoyenneté, la vie de la cité. C'est déjà faisable. Les gens peuvent s'engager à différents niveaux. Ils peuvent s'engager dans des associations. Le fait d'avoir une nationalité étrangère n'empêche pas d'adhérer à un parti politique, a priori. En tout cas, de s'engager pour défendre des idées. C'est une question simplement de respect, finalement, d'une forme de souveraineté à la base. De se dire quelles sont les limites. Parce que derrière, en effet, oui, c'est l'élection communautaire, c'est l'élection locale la plus locale, c'est sûr. Mais les élus locaux élisent les sénateurs. Donc on n'est pas non plus très loin de niveaux beaucoup plus nationaux qui engendrent d'autres conséquences. Et aujourd'hui, ça paraît vraiment plutôt un calcul politique de la part de Sacha Houlié pour essayer d'exister dans la Macronie, dans la sphère macroniste, plutôt que réellement une proposition adaptée à l'ère du temps et au débat actuel. Christian Proutot, est-ce qu'on pourrait parler de justice sociale en leur accordant ce d'autres phrases ? Et à l'heure où on parle de participation citoyenne à tous les niveaux, qu'on a des consultations qui sont généralisées de plus en plus au niveau des communes pour pouvoir mettre en place des politiques qui soient adaptées aussi aux besoins des habitants, là, il n'y a pas de critères de nationalité. Donc, il y a vraiment une participation qui peut se faire directement à la construction. Comment c'est fait ? Non, je ne partage pas votre point de vue, là, par contre. Pour les consultations publiques, bien sûr, ils sont intégrés, ils devraient pouvoir voter. Je reviens sur mes arguments précédents. Ça ne change pas plus la question. On revient toujours fondamentalement à si ces personnes sont si intégrées,
pourquoi elles ne choisissent pas la nationalité française, tout simplement. Hein. C'est le nœud du problème. Et je trouve que la difficulté, ce qui m'étonne dans les argumentaires de François Rebsamen, mais également de Sacha Houlié, c'est qu'il n'apporte absolument aucune raison, aucune justification, aucune réponse à cette question-là. Et là, on est dans une espèce d'impasse. On est en effet sur... Il faudrait vraiment simplement attribuer une forme de nationalité dégradée d'une certaine manière parce que des gens sont présents depuis longtemps mais qui n'ont pas envie de passer ce pas supplémentaire. Ça n'a pas de logique plus loin que ça. Pour commettre un attentat, par exemple. C'est toute la difficulté, d'autant plus que justement les actes individuels sont beaucoup plus difficiles à repérer par le renseignement et qu'au contraire, justement, ces événements symboliques qui sont dangereux parce que ils rassemblent de nombreuses personnes, ils sont dangereux également parce qu'ils portent cette dimension symbolique qui, dans une guerre, qui est une guerre derrière de civilisation, hein, qui est menée en partie, puisque souvent les actes, lorsqu'ils sont menés, quand ils s'attaquent à des personnes, ils visent réellement l'image et la culture, toute la société qui est rattachée à la religion aussi derrière. C'est une question de combat de civilisation. Et donc dans ces cas-là, alors, il peut y avoir la chance aussi que ce soit la chance entre guillemets, que ce soit des attaques plus organisées. Dans ce cas-là, il y a un gros travail à avoir sur le renseignement et peut-être que sur des événements symboliques comme celui-là, il y a plus de chances que ce soit des choses qui soient planifiées et donc qui soient prévisibles. Plutôt qu'un acte isolé qui passe à travers les radars. Isolé où là, on a beaucoup plus de mal à l'anticiper. Mais en tout cas, oui, ça veut dire aujourd'hui, on a constamment un niveau d'attaque contre les catholiques, contre les chrétiens de manière générale qui est élevé. On a également, par rapport à la taille de la population juive, des actes antisémites qui sont très nombreux. On en a à peu près 600 par an, avec une forte proportion d'attaques contre des personnes et pas uniquement contre des biens. Donc on a non seulement une constante, mais aussi une aggravation sur la nature de ces attaques, puisqu'elles sont plus souvent plus violentes physiquement, et que ce n'est pas simplement des dégradations. Derrière, ce sont des personnes, c'est des gens qui sont perturbés dans simplement leur volonté de vivre leur foi tranquillement. Patrick Caram, on l'a entendu d'ailleurs dans les personnes